Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre sur ce live, une formation en direct avec le programme Google Partners. Je me présente, je suis Baba, je suis votre formateur du Google. Je vous accompagne aujourd'hui pour une session de formation à destination des agences et nous allons parler de stratégie d'enchères automatique. Nous allons parler principalement d'automation. Cette formation va durer à peu près, on va dire, 30 minutes. Et à l'issue de cette session, je répondrai à vos questions et nous allons ensuite vous envoyer un document en PDF qui vous permettra de pouvoir parcourir à nouveau tous les sujets que nous avons abordés ensemble pendant cette session. Alors, s'agissant des stratégies d'enchères automatiques, on va vous montrer d'abord dans un premier temps comment mettre en place une stratégie d'enchères automatique. Après qu'on ait vu ensemble les principes fondamentaux qui nous ont permis, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir vous proposer ces stratégies, nous parlerons analyse des résultats et bien entendu, nous finirons par vous montrer comment optimiser vos résultats ou bien votre stratégie. Et en fin de session, je vous parlerai un tout petit peu de best practices qui vous aideront certainement à aller de l'avant dans la gestion quotidienne de vos comptes ou pour accompagner vos annonceurs. Alors, les stratégies d'enchères automatiques, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que au sein d'une agence de communication, lorsque vous gérez des comptes AdWords, je suppose que vous travaillez du lundi au vendredi, 80% de votre temps est gaspillé en tâches manuelles à faible valeur ajoutée. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des tâches qui ne sont pas importantes. Bien sûr, elles peuvent être importantes pour votre business, mais elles peuvent être de très faible valeur ajoutée. Vous le remarquerez certainement, la fameuse loi de Pareto, 80% de mon activité est générée par 20% de mes clients, ou bien 80% de mon chiffre d'affaires est généré par 20% de mon client. Alors, la difficulté qu'on a lorsqu'on est sur ce genre d'activité, c'est qu'on se retrouve très vite à faire des choses qui, en réalité, n'ont pas véritablement de valeur sur notre secteur d'activité. Alors, le client, bien entendu, ce qu'il attend de vous, c'est un résultat optimal. Et si vous passez trop de temps à faire des choses qui ne sont pas vraiment sans valeur ajoutée, parce que justement, vous en avez besoin, je parle par exemple de gérer les enchères à la main tous les jours, ça pose problème. En moyenne, on parle de plus de 10 000 mots-clés par compte. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'il vous faut 10 000 mots-clés pour que votre compte fonctionne correctement. C'est une moyenne qu'on a constatée. Et aujourd'hui, pour les annonceurs qui ont choisi de pratiquer l'automatisation, eh bien, on a constaté une économie d'à peu près 31% sur le temps. Alors, ça fait beaucoup, hein, c'est le tiers de la journée. C'est facilement une matinée si vous travaillez très tard le soir. Ça vous fait quand même gagner pas mal de temps si vous ne passez pas vos journées à faire de la gestion manuelle des enchères. Alors, gestion manuelle des enchères, ça veut dire quoi? Tous les jours, je suis là en train de changer les enchères, de voir l'enchère la plus appropriée pour cibler ma campagne, pour changer ma campagne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais finalement, vous vous rendrez compte au bout d'un moment que vous avez mieux à faire. Le signal manuel, aujourd'hui, l'enchère manuelle se base principalement sur plus de 10 000 mots-clés. Donc, en moyenne de votre compte, vous avez 10 000 mots-clés. On va se baser après sur 12 signaux. Donc, c'est 12 informations ou bien 12 KPI ou bien 12 éléments de mesure que vous pouvez utiliser pour pouvoir choisir la bonne enchère. Et avec les stratégies d'enchère AdWords, vous allez avoir mieux. Vous allez avoir mieux parce que forcément, avec la technologie de machine learning, vous allez pouvoir améliorer la performance après chaque impression. À chaque fois qu'un internaute fait imprimer votre annonce, vous avez la possibilité d'afficher en fait une annonce optimale au bon utilisateur et au bon moment. Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de faire au quotidien en allant regarder quelle est l'annonce la plus performante, en allant regarder quel est le CPC le plus performant, qui nous permet d'avoir la position la plus avantageuse ou bien les meilleurs résultats. On peut faire mieux. La fréquence et la précision des optimisations va vous aider à ajuster l'enchère à chaque impression. Aujourd'hui, on a des milliers de signaux en temps réel qu'on peut utiliser pour évaluer le potentiel de chaque requête. Donc, sur chaque recherche, on peut essayer d'avoir une visibilité optimale. Chacune des requêtes peut être optimale.
Alors, comment Google y est arrivé? Google a aujourd'hui accès à plusieurs signaux qu'il peut agréger pour chaque requête. Il n'y a pas d'autre solution d'autobidding ou bien de gestion automatisée d'enchères qui permet aujourd'hui de pouvoir faire ce que fait Google en termes d'optimisation. Alors, comment on y arrive? Google a utilisé la stratégie, la solution de machine learning. Alors, le machine learning, c'est quoi? Le système tourne et il y a une sorte d'apprentissage automatique qui est basé sur de l'intelligence artificielle qui pourra trouver en temps réel quelle est la bonne enchère et quel est le bon message à diffuser. Le système a toujours fonctionné comme ça, mais aujourd'hui, en utilisant ces stratégies automatisées de Google, vous donnez un peu plus de chance au système de fonctionner pour vous aider. Le mot-clé, il est unique parmi des milliers de requêtes. Par contre, le contexte dans lequel ce mot-clé a été recherché change tout. Le contexte dans lequel se recherche change tout. Le contexte, c'est quoi? C'est l'information sur l'audience, c'est l'information sur la personne, sur son historique, sur ses performances. Et toutes ces informations-là, bien que personnalisées, nous n'y avons pas accès. Le système y a accès. Et comme les requêtes du moteur de recherche changent en permanence, c'est-à-dire à n'importe quel moment, vous pouvez avoir un nouveau concurrent, à n'importe quel moment, vous pouvez avoir une nouvelle solution qui apparaît, à n'importe quel moment, vous pouvez avoir une nouvelle visibilité, ou à n'importe quel moment, vous pouvez avoir des choses qui changent, eh bien, le système s'adapte en permanence. Vous avez ici à l'écran deux exemples. Une requête sur un ordinateur à 19 h à Toulouse. La même requête qui est effectuée sur une tablette Nexus à 16h36 à Montauban avec un navigateur Firefox, avec une faute de frappe dans la requête, eh bien, Google a décidé d'enchérir plus haut. Pourquoi? Parce que les signaux automatiques que Google a eus lui ont permis de savoir que cette enchère basse, il faudrait ajuster par exemple quelque chose sur le mobile, mais augmenter l'enchère selon que la personne est ailleurs. Donc, le système lui-même va automatiquement, selon l'appareil, selon le contexte, selon même la requête qu'il y a derrière le mot-clé, parce que parfois, le même mot-clé peut déclencher une requête différente. Le système sait quelle est la bonne enchère à utiliser. Et il ne se base pas seulement sur l'appareil et la localisation géographique. Aujourd'hui, quand on fait du manual bidding, on peut choisir l'heure, l'appareil, la zone, et même choisir des listes de remarketing. Mais on peut aller beaucoup plus loin en termes de signaux avec le système d'exploitation, le type d'application utilisée, le navigateur, la langue, la requête, et tout ça en temps réel. Ce qu'aucun autre système manuel peut permettre de faire. Chaque personne derrière une requête est différente. Et les enchères devraient vraiment refléter ces signaux contextuels uniques. Deux personnes qui recherchent le même mot-clé, deux personnes qui ont recherché le mot-clé chaussures Nike, n'ont pas la même volonté. Il y a une personne qui est prête à acheter, il y a une personne qui achète souvent très cher, et il y a une personne qui achète souvent moins cher. Ça, nous ne le savons pas en tant qu'annonceur, en tant que gestionnaire de campagne, mais Google arrive à le savoir grâce à son algorithme. Exemple. Sur ce mot-clé, acheter un nouveau grille-pain, les utilisateurs de Chrome pour iOS ont 2 fois plus de chances de convertir que les utilisateurs de Firefox sur Android. Alors, je pense que la rumeur veut que les utilisateurs du système d'exploitation iOS soient beaucoup plus riches que les utilisateurs du système d'exploitation Android. Quoi qu'il en soit, ici, on a un exemple assez parlant. Acheter un nouveau grille-pain sur Chrome iOS, ils sont beaucoup plus enclins à convertir, hein, donc ça n'a rien à voir avec la valeur. Et Google va faire plusieurs choses. Il va analyser le navigateur, la langue, la zone, le temps, le système d'exploitation utilisé pour savoir que dès lors que c'est quelqu'un qui est sur tel appareil, c'est quelqu'un qui a plus de chances de convertir, eh bien moi, je décide automatiquement d'enchérir plus. Selon les objectifs de notre campagne, donc on peut avoir des stratégies différentes. Première stratégie, le taux de surclassement cible. Alors, c'est quoi le taux de surclassement cible? J'ai un concurrent qui s'appelle Amazon qui est depuis un moment devant moi.
Alors, si ça me dérange, je peux avoir la possibilité de dire désormais, je vais me positionner un tout petit peu plus haut que Amazon. C'est une des possibilités qui me sont offertes par le système assez intelligent pour savoir que dès lors que je lui donne le droit, il peut aller choisir de se positionner plus haut que tel concurrent. Donc, on met l'URL, on dit que tel concurrent me dérange un tout petit peu. J'aimerais être un peu plus souvent plus haut que ce concurrent. Il y a une autre stratégie qui s'appelle emplacement cible sur la page de recherche. Alors ici, le système ne se contente pas de dire je vais aller cibler plus haut que tel concurrent. Il veut juste être sur les 3 premiers, ou les 4 selon la requête si elle est très concurrentielle. Par contre, vous n'avez pas la garantie de l'emplacement. Vous ne saurez pas si vous êtes tout le temps premier, tout le temps deuxième. Par contre, vous pourrez facilement savoir que vous êtes ici positionné en temps réel à tel emplacement. Ça vous l'aurez. Donc, vous saurez qu'en temps réel, vous êtes tout le temps parmi les 3 premiers, ou bien en temps réel, vous êtes tout le temps sur la première page. Une autre stratégie que vous connaissez certainement, c'est la stratégie optimisée pour les clics. Ici, le système Google va décider de faire de son mieux pour maximiser le nombre de clics que vous aurez. Alors, là où ça pose un tout petit peu de problème, c'est que lorsque vous décidez d'utiliser cette stratégie d'optimiser pour les clics, le système aura tendance à choisir les clics les moins chers possibles. Qui dit clic moins cher implique forcément derrière le risque d'avoir des clics qui ne sont pas les plus pertinents. Ensuite, vous avez le CPA cible et le ICPC. Alors ici, on est vraiment orienté conversion et vente. CPA cible, vous allez donner à Google la possibilité d'avoir un CPA moyen pour l'ensemble de vos conversions. Donc, le système va essayer de jouer sur la balance pour de temps en temps, lorsqu'il paie la conversion trop chère, chercher en tout cas une conversion moins chère. Et derrière, vous avez le ICPC qui est automatisé. Donc, le ICPC, c'est quoi? OK, Google, je te fais confiance. Donc, tu vas aller automatiquement me choisir le CPC idéal. Donc, dès lors que la probabilité d'une conversion existe, le système saura qu'il a la capacité d'aller enchérir avec la bonne enchère, donc souvent une enchère beaucoup plus élevée, pour aller chercher ce clic. Et enfin, vous avez tous ceux qui sont orientés chiffre d'affaires. Le retour sur investissement cible, ça veut dire quoi? Le système est capable de savoir que pour 2 personnes qui ont tapé ces discounts, une personne veut acheter un réfrigérateur à 1 000 € et une autre personne veut acheter une paire de chaussettes à 10 €. Vous êtes bien conscient que ce n'est pas vraiment le même positionnement. Avec un système comme ça, on a la possibilité d'aller suivre ces personnes-là. Alors, l'algorithme est en constante amélioration. Il y a de plus en plus de signaux qui sont prédictifs. Il y a de plus en plus un ciblage précis. Alors, au début, effectivement, beaucoup d'annonceurs ont été freinés en se disant « mais est-ce qu'il faut faire confiance à cet algorithme? Est-ce que tout fonctionne ?» Alors, vous aurez le lien vers un livre blanc qui vous permettra de voir techniquement comment Google travaille justement sur les enchères automatisées. Et certainement, vous saurez, avec la plus grande des facilités, convaincre vos clients là-dessus. Venons-en maintenant à la mise en place. Alors, comment tout cela va s'articuler? Si je souhaite mettre ça en place, comment je dois faire? Comment articuler tout cela? Alors, c'est très important, avant de vous lancer, ayez des objectifs. Donc, rapprochez-vous de votre annonceur et essayez de savoir quels sont ses objectifs. Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? Sélectionnez la meilleure stratégie d'enchère. Prenez en compte votre historique d'enchère afin d'évaluer l'amplitude dont aura besoin l'algorithme. Vos objectifs d'annonceur, c'est quoi? C'est de sélectionner la meilleure stratégie d'enchère. Et votre historique d'enchère, c'est quoi? Google sait déjà, historiquement, quelles ont été vos enchères. Donc, il peut savoir quelle est l'enchère idéale parce qu'il sait qu'habituellement, quand vous payez tel tarif en CPC max, vous arrivez à payer en CPC réel temps et au final, ça vous fait un chiffre d'affaires ou bien ça vous génère tant de conversions. Le système le sait sur tel mot-clé. Donc, automatiquement, il pourra le faire. Autre chose importante, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors, souvent, je vois des gens me dire, voilà, j'ai testé un CPC à 10 € sur tel mot-clé pendant 2 jours, ça n'a pas marché. Eh bien, c'est pas ce qu'il faut faire. Gardez toujours la main sur une part de contrôle. Ça veut dire quoi? Automatiser les enchères, vous n'êtes pas obligé de le faire sur tout. Vous pouvez dire à Google, OK, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais sur 100 requêtes, je te fais confiance sur 40 requêtes. Donc, sur 40% de mes requêtes, mets-moi ce système automatisé.
Et à la fin de mon test, comme vous le voyez ici sur l'écran, je peux voir le pourcentage que j'ai eu en test. Donc ici, 40 contre 60. Et je regarde mes indicateurs. Alors, est-ce que c'est le CPC que je voulais baisser? Si oui, la partie test m'a fait 1,15 de CPC, alors que la partie contrôlée, la partie classique, fait 1,26. Dans ce cas-là, je paye moins cher. Est-ce que c'est le coût par acquisition, donc cost per conversion, que je voulais mesurer? Si oui, là, je suis à 14,58, alors que sur la partie classique, je suis à 17,74. Donc ici, je commence déjà à avoir des informations. Est-ce que le taux de conversion m'intéressait? Oui, ici, il est à 7,91 et de l'autre côté, il était à 7,11. Et là, je commence à me dire, OK, je vais dans le bon sens. Alors, maintenant, j'ai le choix entre passer automatiquement à 100%, donc appliquer le test pour dire à Google, OK, c'est bon, j'applique, ou tout simplement, je continue le test un peu plus loin pour savoir si ça continue. Pensez aussi à utiliser des stratégies de portefeuille. Alors ça, c'est très important pour ceux qui ont un compte global où ils gèrent toutes les campagnes d'un annonceur. Alors, j'ai déjà vu des comptes sur lesquels il y a des campagnes d'annonceurs différents. Alors, bien entendu, notre rôle, ce n'est pas d'entrer dans le détail de votre gestion, mais sachez que dans ces cas-là, les informations que vous avez au global du niveau du compte vont impacter vos stratégies automatiques. Ce ne sera pas aussi pertinent que cela devrait l'être. Donc, dans ce cas-là, moi, mon conseil, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir une adresse URL par compte, même si le client gère plusieurs sites. Et une adresse URL par compte, comme ça, vous pourrez derrière créer autant de campagnes nécessaires pour ce compte-là, pour cette adresse URL-là, et pouvoir utiliser des stratégies de portefeuille. Alors, c'est quoi une stratégie de portefeuille? Elle vous permet au global dans le compte de prendre votre budget, de dire, OK, mon budget, il est appliqué de façon globale comme un budget partagé. Et ma stratégie de gestion des enchères, elle est valable pour l'ensemble de mon compte, l'ensemble de mon compte et l'ensemble des campagnes. Vous sélectionnez une stratégie existante ou une nouvelle, ou tout simplement vous créez des stratégies différentes selon chaque campagne. Rappelez-vous qu'une campagne doit avoir un objectif. Donc, vous pouvez avoir des campagnes destinées pour le branding, des campagnes destinées pour la marque, des campagnes destinées pour la notoriété, la performance ou la vente directe. Autre difficulté, il faudra faire attention à cela, c'est la durée d'évaluation. Alors, je prends ici l'exemple du CPA cible. Donc, vous allez, par exemple, sélectionner une campagne adaptée au CPA cible. Alors, changement de la stratégie. Le CPA cible, c'est quoi? Ça doit être le CPA moins des 30 derniers jours. Je pense qu'on m'a déjà posé la question, je vais y répondre. Google se base sur votre CPA moins sur les 30 derniers jours. Google se base sur un minimum de 15 conversions. Donc, si vous avez au minimum 15 conversions dans les 30 derniers jours et que vous avez CPA moins, Google estime que c'est votre CPA cible de base. C'est ce qu'il vous recommande. Après, bien entendu, vous pouvez le changer, le modifier à la hausse ou à la baisse et ça va bien sûr impacter sur vos CPC. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une période post-test. Alors, et enfin, la période où vous pouvez ajuster. Attention, Google contrôle votre compte pendant 30 jours au minimum. C'est ce que je vous recommande. Donc, une campagne qui n'a pas tourné pendant 30 jours ou bien sur laquelle vous avez fait trop de changements dans les 30 derniers jours, c'est compliqué d'utiliser le système automatisé. Laissez à l'algorithme ensuite 2 semaines pour apprendre. C'est important. Tester pendant 6 semaines, donc ce qui fait 8 semaines. Donc, en réalité, un test, c'est quoi? C'est 2 mois aujourd'hui avec ce système. Et ensuite, vous avez vers la fin du second mois, donc vers la semaine 7 ou la semaine 8, la possibilité de dire, bah, je commence à ajuster plus ou moins, je mets plus de volume, je mets un CPC, je change un peu mon CPA cible. Alors, c'est très important, j'insiste là-dessus. Laissez au système le temps de pouvoir apprendre. Si vous avez un client qui revient dans la journée pour vous dire que votre CPC, finalement, il est trop élevé, non, finalement, je change d'avis, ça ne sert à rien. Parce que vous n'avez pas laissé le temps. Et je sais que c'est très compliqué. Alors, essayez de trouver l'argument qu'il faut. Donc, on est là pour ça. Je pense que vos chargés de compte peuvent vous accompagner. Je vous donnerai aussi ce document. Utilisez cette capture d'écran s'il le faut pour dire à vos clients, laissez le système apprendre. Après, on va ajuster. Alors, maintenant qu'on s'est lancé, bien entendu, on a besoin d'ajuster. Est-ce que tout ce qu'on a fait est bien? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que tout a été bien mis en place? That is the question. Alors, on va voir ça. Le reporting est très transparent. Ici, on a une campagne avec un objectif de CPA cible à 63. C'est notre objectif. La campagne, elle est splittée. Donc, c'est 50% du test qui passe à 63. On a un coût par acquisition de 47,24. Regardez, sur la journée du samedi 21, par exemple, avril 2018, on a un coût par acquisition de 49. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 47, alors qu'on vise 63. C'est-à-dire que ce qu'on vise comme objectif est certes beaucoup plus élevé même que l'objectif actuel. Donc, ça veut dire qu'on donne plus la possibilité à Google d'aller chercher des positions hautes, des enchères élevées, pour aller chercher de bons mots-clés.
Qu'est-ce qui est important? Laissez du temps au temps. Laissez aussi la possibilité d'avoir une campagne qui n'est pas très limitée. Ici, par exemple, vous pouvez aller dans la bibliothèque partagée au niveau de la campagne et regarder les limites potentielles de la campagne. On dit qu'il nous faut 6 jours au moins pour continuer à apprendre. Le changement important est intervenu la veille. Les enchères ont été limitées à hauteur de 28%. 72% des mots-clés sont limités par mon CPC maximum. Autre exemple d'utilisation du CPA, cible plutôt. Match.com, le site de rencontre, a utilisé ce système pour générer des conversions incrémentales. Ça veut dire quoi? Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils tournaient autour des mêmes mots-clés et ils étaient au cours d'une inspiration. Ils ne savaient plus quoi faire. Eh bien, maintenant, on fait confiance à Google. Google s'est chargé d'aller leur chercher des conversions incrémentales, c'est-à-dire des conversions, des clics sur lesquels ils ne pourraient pas se positionner avec le système classique manuel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? 145% de conversions en plus dans les 20 premiers jours, tout en maintenant le même CPA. Et automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont décidé, puisque ça a marché? Étendre la stratégie à tous les marchés européens. Alors, les optimisations nécessaires. Pensez à trouver le meilleur CPC. En fait, le CPC cible le plus profitable avec le simulateur de CPC Max. Vous avez un outil que je vous montre ici en capture d'écran qui vous permet de simuler si augmenter le CPC, vous augmentez les clés. Regardez ici à l'écran. Aujourd'hui, on a 1,75. Google nous dit, même si on passe à 6,25, on aura 3 clics en plus. Juste une conversion en plus. Alors, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'aller enchérir jusqu'à 6,25? Non. Si je passe à 0,57, je vais payer, j'aurai 108 clics. Alors là, ça commence à m'intéresser. Eh bien, autant de conversions. Donc, le système est capable de comprendre que moi, mon 1,75 € d'enchère maximale, eh bien, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Je peux me contenter de 57 centimes plutôt. 57 centimes. Et donc, continuer à avoir autant de performances en termes de conversion, peut-être un peu moins de clics. On passe de 128 à 108, mais ce n'est pas grave. Je suis passé de 37 € à 18 €. Donc, j'ai divisé mes coûts par 2 quasiment ici. Le last click. Alors, si vous faites des stratégies d'enchères automatisées, donc allez jusqu'au bout de l'automatisation quand même. Faites aussi confiance à Google pour mesurer votre conversion. Pourquoi se baser sur le last click? Le last click aujourd'hui, c'est quasiment un modèle très, je vais dire, malhonnête en termes de reporting. Le mot n'est pas trop fort. C'est comme si vous disiez à la fin d'un match de foot que celui qui mérite la prime de la victoire, c'est le buteur. C'est terminé. C'est assez difficile quand même. Donc, continuez à dire que chaque fois, le dernier levier qui a permis de faire la conversion est le bon levier qui s'attribue à la conversion, c'est dégrader tous les autres leviers qui y participent. Donc, avec le modèle data-driven, vous avez la possibilité de dire à Google, OK, je te fais confiance, analyse la situation, le modèle idéal pour attribuer les conversions selon les mots-clés, selon les clics, et ainsi de suite. Donc, dans une même campagne AdWords, dans un même compte AdWords, si on a plusieurs campagnes qui s'entrechoquent, c'est-à-dire la campagne requête générique qui va ensuite être impactée par une campagne de remarketing qui ensuite est impactée par une campagne de mots-clés de marque, le système nous permet d'avoir tout cela. Donc, on a la possibilité de voir tout cela en même temps. Donc, utilisez vraiment ce modèle pour aller plus loin. Alors, tips, donc best practices. Les enchères automatiques fonctionnent pour la plupart des annonceurs et des comptes AdWords. Par contre, il faut prendre en compte certains éléments lors du setup, notamment le temps d'apprentissage pour maximiser l'efficacité de la gestion des campagnes. Au-delà du temps, premier élément, un compte organisé. Eh bien, si votre compte n'est pas bien organisé, le système se perd. C'est-à-dire, si vos mots-clés ne sont pas assez clairs, vous avez mis dans le même groupe d'annonces des poires et des prunes, le système, dès lors qu'il automatise, il ne sait pas finalement s'il automatise pour des poires ou des prunes, parce que ça, Google n'en sait absolument rien. Il ne sait que ce que vous lui avez donné. Un mot-clé est un mot-clé. Google ne sait pas. Donc, si vous avez trop de mots-clés pas bien organisés avec des campagnes et des annonces qui ne sont pas très claires, le compte n'est pas bien structuré, ça pose problème. Donc, organisez votre compte. Justement, c'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir plusieurs campagnes de comptes différents ou bien d'annonceurs différents dans le même compte. Donc, même si c'est le même client pour vous, créez-lui 2 comptes, s'il le faut. C'est la 2 URL. Les budgets. Il ne faudrait pas que la campagne soit limitée par le budget. Alors, les campagnes limitées par le budget ne sont pas véritablement éligibles à l'automatisation. Ça pose problème.
Donc, concentrez-vous d'abord sur les campagnes qui ont au moins 20 à 30% des budgets non utilisés. Alors, pour moi, la campagne idéale pour convaincre votre client que l'automatisation, c'est une bonne chose, c'est la campagne marque. Créez une campagne avec que des mots-clés de marque, automatisez celle-là et montrez-lui la différence entre l'algorithme quand il marche tout seul et que vous, quand vous gérez. Très souvent, on a des écarts au niveau des CPA, on a des écarts au niveau même du CPC. Mais aussi, le système est aussi limité pour des campagnes avec un taux d'impression à 100%. Donc, si vous couvrez déjà toutes les requêtes, le système n'a pas de marge de manœuvre pour aller trouver ces fameuses impressions, clics incrémentaux qu'on a vu tout à l'heure chez Match.com. Les groupes d'annonces cohérents et à fort volume de conversion. Donc, si vous avez des groupes d'annonces qui sont trop disparates, c'est-à-dire dans la même campagne, vous avez un groupe d'annonces avec 100 conversions et un autre avec une conversion, ça pose un véritable problème. Donc, c'est pour ça qu'il est important, même s'il s'agit que des poires dans le même groupe. Donc, c'est la campagne poire. Vous avez un groupe d'annonces poire pas cher, un groupe d'annonces poire de haute qualité, un groupe d'annonces poire de France. Si Poire de France fait l'essentiel des conversions, eh bien, faites une campagne poire avec Poire de France et une autre campagne poire avec les poires pas chères, poire de haute qualité, poire en France, vente de poire, s'il le faut, pour éviter justement que celui qui se comporte très bien au niveau de la campagne, eh bien, impacte en termes d'apprentissage ceux qui se comportent mal. Utilisez les types de correspondance les plus larges. Alors moi, je vous recommande plutôt ici le ciblage large modifié. Pourquoi? Laissez à Google la possibilité d'aller vous chercher aussi des clics qui peuvent être importants. On part sur une requête tondeuse à gazon. Ça peut être intéressant en tondeuse électrique, tondeuse autotractée, automatiquement tondeuse à gazon 20 cm, tondeuse à gazon électrique à câble. Eh bien, Google automatiquement est capable de baisser les enchères pour ces mots-clés-là. Il sait que ce n'est pas pertinent pour vous. Et il commence automatiquement à tirer sur des mots-clés qui sont beaucoup plus pertinents. Pourquoi? Parce que grâce à l'apprentissage automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système a appris et il comprend maintenant que certains de vos mots-clés, même si ça parle de ton autre, ne sont pas intéressants pour vous. Vérifiez le tracking. Alors, c'est bien de dire qu'on va optimiser, mais si déjà ce que vous optimisez est faux, eh bien, vous donnez une fausse information à Google. Google ne sait pas s'il y a eu une vente. Il sait quand vous lui avez indiqué qu'une vente s'est réalisée. Si vous lui dites que voir la page merci, c'est une vente, il considère que c'est ça. Mais si vous lui indiquez autre chose comme étant une vente, il continue de ne comptabiliser que ce qui compte. Donc, vérifiez vraiment votre tracking et ayez suffisamment de conversions avant d'utiliser ce système. Si vous n'avez pas assez, le système ne fonctionnera pas correctement. Donc, ici, je vous laisse à l'écran pour le CPA et pour le Return on Ad Spend, donc pour ceux qui seraient héroïstes. Donc, vous aurez bien sûr ce document avec vous. Alors, les objections qui reviennent très souvent. Alors, plan de l'après-midi, quand je travaille en agence régulièrement, j'appelle midi, je sais bien que c'est compliqué, laissez le temps d'apprentissage de la stratégie. Sinon, le système ne fonctionnera pas. Donc, essayez de trouver, je vous laisse la slide qui en parle, essayez de partager cela à vos clients pour qu'ils comprennent qu'il faut donner du temps. Mon client me paye pour gérer ma campagne. Je suis d'accord. Donc, si vous dites oui, on automatise tout, finalement, pourquoi on devrait payer l'agence? Oui et non. Si vous êtes une agence qui peut gérer des mots-clés et gérer des enchères, eh bien, effectivement, pourquoi on devrait continuer à vous garder s'il y a l'automatisation? Mais si vous êtes une agence conseil à valeur ajoutée, qui sait choisir de la stratégie, qui sait acheter des mots-clés négatifs, qui sait acheter de nouveaux mots-clés, qui sait faire de l'A/B testing, qui peut conseiller sur une landing page, qui peut conseiller sur des tunnels d'optimisation, tunnels de conversion, eh bien, vous gagnez du temps. Au lieu de passer votre matinée à changer des enchères, eh bien, vous pouvez passer la matinée à analyser la stratégie, à changer les mots-clés, ou bien même à rédiger de nouvelles annonces. Alors, le client qui vous challenge au quotidien sur les performances. Effectivement, c'est le client le plus difficile à gérer parce qu'au quotidien, il ne comprendra pas les variations de CPC et de CPA. Dans le discours de l'apprentissage automatique, on ne teste que sur 10%. Moi, pour des clients comme ça, au lieu de passer un test à 40%, moi, je vous dis faites le test à 10%. Automatisation sur 10% des requêtes. S'il y a des variations, vous lui dites, voilà, ça ne concerne que 10% des requêtes, ça change, c'est pour le moment comme ça. Et puis, à la fin du test, dans les 2 mois, vous allez lui dire, voilà, regardez, on a testé pendant 2 mois, regardez le résultat qu'on a. Et là, je suis certain que si le résultat est positif, il n'y a pas de raison pour qu'il ne vous laisse pas l'appliquer sur tout le monde. À différentes questions, on va essayer d'y répondre. Première question, c'est toujours délicat d'être sûr de la pertinence avec l'ajustement des enchères automatiques, mais avec nos équipes de ROI pour nos clients. Oui, mais vous avez le Return on Ad Spend, donc c'est une stratégie qui se base sur le ROI automatiquement. Voilà, même en insérant des limites de notre côté.
Oui, utilisez ce système-là pour voir le return on ad. Si vous êtes vraiment égoïste, utilisez une stratégie qui maximise les revenus. Bien sûr, cela nécessite que vous soyez en train de traquer le chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que le système est pertinent si l'activité est saisonnière? Oui et non. Oui, parce que si l'activité est saisonnière et que ça change dans les 2 mois, que ça laisse à Google le temps d'apprendre vraiment sur votre activité, oui. Si vous avez des locations de vacances, oui. Des locations, des séjours touristiques, oui, même si c'est saisonnier. Par contre, si vous vendez du foie gras et que tout l'essentiel de la requête se fait au mois de décembre et qu'au-delà du mois de décembre, ce n'est pas intéressant, effectivement, ce n'est pas adapté à vous. Est-ce que l'utilisation des objectifs intelligents est pertinente avec l'automatisation? Alors, utiliser des objectifs intelligents, c'est déjà faire un tout petit peu de l'automatisation. Mais oui, c'est tout à fait pertinent. Vous pouvez combiner les deux. Pour que l'automatisation soit efficace, il faut des volumes de conversion. Cela veut donc dire qu'il faut éviter de trop segmenter les groupes d'annonces. Alors, oui et non. Effectivement, il va se baser sur les volumes de conversion au global sur le compte. Ce n'est pas gênant. Donc, si vous avez trop segmenté, si vous avez des groupes d'annonces qui ne sont pas très pertinents, eh bien, mettez-les dans les campagnes tout simplement. Ce n'est pas gênant d'avoir un groupe d'annonces dans une campagne. Donc, si au sein de votre campagne, vous avez 12 groupes d'annonces et qu'il y a un groupe d'annonces qui ne se comporte pas bien, eh bien, mettez-le dans une campagne différente. Comme ça, le système saura que automatiser au niveau de la campagne, donc cette campagne ne sera pas touchée. Donc, sortez vraiment les groupes d'annonces qui ne sont pas bons ou bien qui ne performent pas bien, ou bien comme vous le souhaitez, des groupes d'annonces, ou bien contrôlez-les tout simplement sur des groupes d'annonces. Donc, vous pouvez très bien sortir tous ces groupes d'annonces de ces campagnes pour donner la chance à cette campagne d'être vraiment automatisée. Une fois le CPA cible mis en place et qu'il fonctionne bien, y a-t-il des ajustements à faire sur d'autres paramètres? Oui, par exemple, ajuster le volume de test. Je teste sur 10% des utilisateurs, ça se passe bien. Je teste sur 15% des utilisateurs, ça se passe bien. Je teste sur 50%, ça se passe bien. Et même, on peut encore changer le CPA cible. Hein. Donc, j'ai un CPA cible assez élevé, ça marche très bien. J'essaie de baisser mon CPA cible pour voir si je peux pas continuer à avoir plus de conversions en payant moins. C'est une possibilité. Alors, comment le CPA cible est-il proposé, est-il calculé? Oui, c'est sur la moyenne des 30 derniers jours. Alors, c'était très faible, c'est basé sur la moyenne des 30 derniers jours, alors que le coût par conversion était plutôt de 10, autour de 10. Donc, vous avez eu 2 € proposés, alors que c'était plutôt 10 que vous pensiez. Alors, effectivement, c'est possible si, par exemple, vous avez beaucoup de mots-clés de marque qui ont impacté. Parfois, il est possible qu'en fait, le système, lorsqu'il fait le tour, se rend compte qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de mots-clés de marque et malheureusement, ça s'est inclus là-dedans, alors que ce n'est pas pertinent pour votre campagne en tant que telle. Donc, choisissez en tout cas ce qui est rentable ou bien ce qui est intelligent pour vous. Je l'ai toujours dit, les systèmes automatisés sont très bien capables de battre l'humain en termes de performance, mais en termes de réflexion, non. Donc, il est capable d'aller chercher la bonne information, le bon moment, la bonne enchère, mais il ne remplacera jamais l'être humain. Donc, il est important, quand vous faites des tests comme ça, de vérifier si c'est le cas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, donnez une faible proportion. Donc, dites, OK, Google, je te fais confiance, mais que pour 10%. Et si sur 10%, si vous voyez que le système s'est complètement trompé, vous changez tout simplement de stratégie. Encore une fois, ça reste des solutions pour vous faciliter la vie, mais ça ne remplacera jamais votre efficacité. Alors, je pense avoir répondu à toutes les questions. On vous enverra le document à la fin de cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur le lien que vous voyez à l'écran, donc le g.co/partnersacademy/agi, sur lequel on attend bien sûr vos retours et vos analyses pour cette formation. Les prochaines sessions, le 2 mai 2018, on vous retrouve sur les nouveautés du mois d'avril et on vous retrouve aussi le 9 mai 2018 sur toutes les stratégies d'audience. Donc, les 2 prochaines sessions sont à l'écran. N'hésitez pas à vous inscrire pour le mois de mai. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.